pour revenir sur cette autre actualité également qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive cette semaine, cette visite du président russe Vladimir Poutine. Il s'est rendu du côté de la Corée du Nord, entre autres, mais aussi au Vietnam. Mais pour le cas de ce soir, on parlera de sa visite en Corée du Nord. L'Occident inquiet, en tout cas, d'après les retours. Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont fait... On l'a vu d'ailleurs, il a très bien été accueilli du côté de la Corée du Nord, précisément à Pyongyang. Les deux hommes ont signé un nouvel accord de défense mutuelle, bien sûr, pour se défendre en cas d'agression. Les deux ont manifesté leur soutien l'un et l'autre envers voilà, leur pays, ce qui ne manque pas d'inquiéter Washington et ses alliés. Linda Labaroui, on ouvre avec vous une fois de plus sur cette thématique. Pourquoi est-ce que cette alliance Vladimir Poutine, Kim Jong-un ou tout simplement Russie, Corée du Nord pourrait inquiéter Washington et ses alliés? La Corée du Nord n'a jamais fait partie de ce monde unipolaire dont les États-Unis nous ont créé à partir de 1991 à la chute de l'Union soviétique. La Corée du Nord est restée au retrait. Elle est restée avec deux pays dont elle était proche pendant toute la période de la guerre froide. C'est la Chine et la Russie. Donc l'héritier de l'Union soviétique. La Corée du Nord, là où elle se situe par sa géographie, les États-Unis déjà bien avant la guerre froide voulaient s'accaparer de toute la presqu'île. Hein. Donc elle a fini par partager l'île en deux, la presqu'île en deux. Donc elle s'est accaparée par l'esprit impérialiste de la Corée du Sud, et la Corée du Nord est restée égale à elle-même. Sur ce refus du colonialisme. Déjà, le refus du colonialisme et du libéralisme, fait peur aux Occidentaux qui sont représentés par les États-Unis. Il y a ce côté-là. Ça peut jouer bien évidemment sur les pays avoisinants. Nous voyons aussi que dans ce rapprochement qui s'accentue ces derniers moments, depuis la guerre en Ukraine, il y a aussi le Vietnam. Le Vietnam, on n'en parle jamais, mais le Vietnam garde des distances avec les États-Unis. Et bizarrement, au moment où Monsieur Poutine était en Corée du Nord, il y a le Vietnam qui nous donne les véritables chiffres des massacres des Américains. Donc, il parle de plus de 2 millions de morts et 3,5 millions de blessés très très graves. Ça a été la conséquence de cette guerre de libération qu'ils ont menée contre les Américains. Et c'est une guerre qui a quand même duré longtemps et qui a mis à sec l'économie américaine. Il faut pas l'oublier, ça aussi. Aujourd'hui, il y a un monde. Nous sommes entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Quand le philosophe Gramsci en prison, il avait écrit ses mémoires et il a écrit sur cette période. Donc il y a un monde qui est mort et il y a un monde qui est en train de naître et qui n'est pas encore né. Donc cette visite représente, pour moi, elle représente un monde qui vient de naître. Ce que nous appelons aujourd'hui, ou les Occidentaux appellent ce Sud global. Le Sud global veut dire la fin des pays occidentaux. Les pays occidentaux, quand on vient de le démontrer, par exemple, sur l'histoire du nucléaire, c'est des pays qui sont très très pauvres. Ils n'ont pas de matières premières, ils n'ont pas d'énergie. Ils ont leur force, c'est tout. C'est avec leur force qu'ils ont dominé le monde. Quand les Occidentaux sont arrivés sur le continent africain, ils sont pas arrivés avec des bouquets de fleurs, ils sont arrivés avec des armes, et des armes qui nous ont fait très mal.
une fois qu'ils nous ont fait mal avec les armes, là, ils nous ont divisés. Et une fois qu'ils nous ont divisés, ils ont réussi à nous mettre les uns contre les autres. Et puis, ils nous ont dominés d'une manière sauvage et d'une manière horrible qu'on peut pas expliquer et qu'on devra écrire d'ailleurs. Aujourd'hui, ce rapprochement fait peur aux Occidentaux. Qu'est-ce qui fait peur vraiment aux Occidentaux aujourd'hui? Ils ont peur de la revanche ou ils ont peur de la vengeance. Les Occidentaux ont tellement fait du mal aux autres peuples, ils se sont appelés, bien évidemment, les pays civilisateurs. Nous sommes le tiers-monde, donc nous ne valons rien. Remarquez bien, au moment où il y a eu la Révolution française et ils ont pris comme emblème égalité, fraternité, liberté, eh ben ils arrivent en Afrique et ils font tout le contraire. Ils massacrent, ils tuent, ils pillent, ils volent et ils commettent des génocides. Donc l'égalité, la liberté et la fraternité, nous ne sommes pas concernés, on n'est pas concernés. Et jusqu'au moment où il y a eu cette charte des droits de l'homme et la naissance de l'ONU, nous n'étions toujours pas concernés puisque nous sommes toujours considérés comme le tiers-monde. Ce qui fait peur à cet Occident, c'est que ce tiers-monde se relève, dont la Corée du Nord en fait partie, la Russie aussi en fait partie. Et ce tiers-monde se relève et ce tiers-monde se venge de tous les massacres et tous les meurtres et tout le pillage qu'ils ont commis. Ça, c'est la hantise de l'occidental. Je remercie le monsieur qui a téléphoné de l'Italie. Il a rappelé une chose qui est très importante. Moi-même qui vis en France depuis 35 ans, les peuples occidentaux, et c'est pour ça que souvent je fais la différence entre la France populaire et puis l'État profond français. Eh ben, la France populaire ne sait pas ce qui se passe. Les médias mensonges ont commencé par endormir les peuples européens. On leur dit pas la vérité. Au lendemain de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, on a coupé Sputnik, on a coupé Russia Today, et puis on a coupé toutes les informations et les réseaux sociaux qui pouvaient dire la vérité aux populations européenne. Donc on est toujours dans ça, et ce que craint vraiment l'Occident, c'est que les peuples européens qui commencent par l'histoire de Gaza et les génocides à Gaza découvrir une petite vérité de ce que sont leurs gouvernements, et ben par ce rapprochement, et ben on va découvrir davantage de choses et on va comprendre la véritable histoire de cet impérialisme sioniste international. Voilà ce qui fait peur vraiment. Là, on a voulu isoler la Russie et puis on voit que la Russie aujourd'hui, eh ben arrive à s'épanouir de 1,7 trillion au niveau du PIB international national russe avant la guerre contre l'Ukraine. Eh ben, on passe à 5,3 trillions. C'est énorme. La différence est énorme. Donc on a échoué quand on a voulu détruire la Russie, on a échoué. On a voulu isoler la Russie, on a échoué. Et aujourd'hui, c'est la Russie qui est en train d'isoler cet Occident via les pays qui vont dans sa politique et qui vont dans son sens et qui veulent s'affranchir définitivement de ce que nous appelons, nous, les Occidentaux et les pays soi-disant civilisateurs. Je vais finir par une chose justement par rapport à cette civilisation et dans le média mensonge. On a fait croire aux Africains pendant très longtemps qu'on est arrivé chez eux avec l'évangile et puis on a pris quelques richesses. L'Afrique était chrétienne quand il n'y avait pas encore de civilisation en Europe, quand l'Europe ne connaissait pas encore de civilisation. Donc aujourd'hui les choses sont en train de reprendre leur véritable sens et puis elles sont en train de reprendre leur véritable histoire également. Donc l'Occident sauvage qui est en train de s'isoler par la Russie et leurs alliés. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Labaroui. On revient sur le plateau
Dr Yamtimba, Madame Labarui le disait, ils se considèrent, du moins ils se font appeler les pays civilisateurs. Eh bien, et justement, à l'inverse, il qualifie la Russie et bien sûr un pays comme la Corée du Nord comme des autocraties les plus agressives, des autocraties anti-occidentales, des pays terrifiants, en tout cas ce que l'on sait par rapport à cette actualité. On parle d'une alliance stratégique entre ces deux États. Quelle implication, Dr Yamtimba? Les Occidentaux ont l'art de... Comment on dit ça? Ils ont l'art d'essayer d'embrouiller le reste du monde en restant sur des choses superficielles. Ouais. Quand vous allez dire autocratie, ça veut dire quoi? Rien du tout. C'est pas ce qui est important. Ça, c'est pour les gamins. Le fond du problème, c'est pas celui-là. Le fond du problème, dans tout ce qui est en train de se passer là, et c'est peut-être ça que l'humanité découvre, comprend de mieux en mieux en fait, et c'est ça qui fait de plus en plus peur aux Occidentaux. Oui. La révolution d'octobre 1917, qu'est-ce qu'elle prouve réellement? Mais lorsque l'Union soviétique réussit sa révolution en octobre, ce que ça prouve, c'est qu'il y a une alternative au communisme, une alternative au capitalisme. L'Occident considère, la bourgeoisie occidentale considère au XVIIe, au XVIIIe, XIXe siècle, quelle est l'expression de la volonté de Dieu. Hegel dit, j'ai vu la raison à cheval, j'ai vu Dieu. Donc pour eux, c'est... Parce que quand il disait, j'ai vu la raison à cheval, j'ai vu l'empereur à cheval, parle de Napoléon, mais il est en train de dire, c'est à travers ce déploiement, cette naissance, cet déploiement historique de l'Europe, qui est en réalité le déploiement de la raison, de la rationalité. Et qu'il n'y a rien au-delà, parce que c'est en elle que s'accomplit la raison, donc s'accomplit ce que l'humanité peut avoir de mieux. Point. Karl Marx viendra nous dire, non, c'est pas tout à fait vrai, mon frère. C'est pas vrai. Parce qu'en réalité, ce qui importe au fond, le bavardage, j'ai vu la raison, j'ai vu machin, aujourd'hui on parle des autocraties. Non, ce qui est important, c'est qui contrôle les ressources. C'est ça qui est important. Tout le reste, c'est du bavardage. D'ailleurs, Karl Marx a un très bon mot, un joli mot pour ça, c'est la superstructure. Ce qui est important, c'est l'infrastructure. C'est-à-dire, en réalité, ce sur quoi nous sommes tenus, ce qui tient tout le reste. C'est ça qui est le plus important. La base, c'est la base. Infra, en bas, donc qui est la fondation. C'est quoi la fondation? La fondation, c'est le contrôle des ressources. Le problème, c'est que l'Occident découvre, effaré, stupéfait, qu'il y a des gens capables de créer des ressources sans leur faire la guerre. Sans faire la même prédation que celle qu'eux, ils ont organisée. La Russie n'a pas eu besoin d'avoir fait la prédation dans le monde pour devenir la 4e économie du monde aujourd'hui. Pas du tout. Vous les avez vus aller coloniser un peuple? Pas du tout. Organiser une traite d'esclaves quelque part? Pas du tout. C'est ça qui étonne l'Occident. Et il constate que, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, là n'est pas le problème. Appelez ça autocratie comme vous voulez. Le XXe siècle et le début du XXIe siècle nous ont apporté une information capitale. Et là, nous sommes en 2024. C'est-à-dire qu'en un siècle, on a un pays qui n'est pas capitaliste, mais qui est communiste et qui a sorti de la misère 1 milliard de personnes. Et ce pays-là, en 70 ans, est passé du tréfonds, quelque chose qu'ils appelaient encore quelque temps le quart-monde, à la première place de l'économie mondiale, ça s'appelle la Chine. Ne l'oublions pas, le Parti communiste chinois a été créé en 1921. Et en 2024, la Chine est la première puissance économique du monde. Ça veut dire, à côté de la Russie, qui en 98 était un pays, alors là, mais vraiment du bas de la liste du tiers-monde, qui est devenu aujourd'hui la 4e économie du monde, après la Chine, les États-Unis et l'Inde. Avec une différence extraordinaire, c'est que la Russie, c'est la moitié de la population américaine. C'est la moitié. La Chine, c'est 10 fois la population russe. L'Inde, c'est 10 fois la population russe. La Russie,
c'est la moitié de la population américaine. Mais ils sont 4e économie mondiale. Nous avons donc en réalité quelque chose qui... Nous allons au fond sur les questions. Parce que quand on est là, on dit, ouais, ils ont dit... Non, vraiment sur les questions de fond. Ce que l'Occident ne veut pas, en tout cas les élites occidentales ne veulent pas regarder et qui les fait frémir. Ce qui a fait titrer par le Times. Le Times, c'est le journal des gars de tous ceux qui sont là à Londres, London Stock Exchange, comment on appelle ça, à la City de Londres. C'est leur journal. Et ils disent, cet accord entre la Russie et la Corée du Nord, je cite, ils ont dit c'est stupéfiant. La stupéfaction, c'est l'expression suprême de la peur. C'est ça qu'on appelle stupéfaction, enfin, dans leur langue. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, ils sont stupéfaits. Pourquoi? Un, il y a des gens qui sont... On peut créer de la richesse sans nécessairement exploiter les autres. Deux, le capitalisme n'a pas besoin de devenir impérialiste, donc de s'allier à tout ce qui est financier. Le capitalisme étant la propriété des moyens de production, n'a pas besoin de devenir impérialisme, encore moins colonialisme. Et là, c'est du Nkrumah, pour enrichir les pays capitalistes. Pas du tout. Parce que ça signifierait quoi? Ça signifie que pour que un pays s'enrichisse, il faut qu'il y en ait au moins un autre qui s'appauvrisse. La Chine dit non, c'est pas vrai, et le prouve. La Russie le prouve. La Corée du Nord, qui ne pille personne, n'a colonisé personne, est une puissance, super puissance militaire aujourd'hui. Les gens qui bavardent là, ça signifie, ça en dit long sur la taille de l'économie de la Corée du Nord, sur sa complexité et sur la qualité de son économie. Parce qu'on ne devient pas une puissance comme celle-là parce qu'on a l'économie du Somaliland. L'Iran n'est pas ce qu'elle est là parce que l'Iran a l'économie, je ne sais pas moi, du Botswana ou du Honduras. Ce sont des économies extrêmement puissantes, très complexes. Donc en réalité, le voyage de Poutine en Corée du Nord, c'est tout simplement le rapprochement d'économies qui n'ont pas de soubassement colonialiste. Il n'y en a pas. À partir de là, et c'est pour ça que je suis absolument d'accord avec Mme Larbaoui, que c'est un monde nouveau. C'est un monde nouveau parce qu'on a la preuve aujourd'hui de quelque chose qui, sur le plan économique, est extrêmement étonnant, et même de manière générale, sur le plan social, sur le plan de l'analyse sociale, est extrêmement étonnant, c'est que nous avons des pays qui sont extrêmement puissants, auxquels l'Occident ne peut pas s'attaquer frontalement, mais qui n'ont colonisé aucun autre peuple. Et qui sont fondés, qui ne sont pas fondés sur les critères de l'économie capitaliste. C'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'autre élément qui fait encore plus peur, qui en rajoute à cette stupéfaction, c'est le fait que vous avez une sorte de continuum qui part quand même de l'Europe jusqu'à la mer de Chine, parce que c'est un continuum qui fait Russie, Corée du Nord, Chine. Parce que ceux qui ont défendu la Corée du Nord pendant la guerre qui a eu lieu là-bas de 50 à 53, c'était l'Union soviétique et la Chine. C'est une leçon pour l'Afrique. Si nous avons des alliés stratégiques sur lesquels nous pouvons réellement compter dans cette guerre dont parle Pashandom, eh bien, nous avons la capacité, avec le temps, de pouvoir développer, nous donnons par là les capacités de développer nos propres compétences, nos propres capacités, nos propres compétences en matière de sécurité, et qui nous permettront demain d'être à l'abri des attaques de l'Occident. Peut-être que leurs médias diront tout et n'importe quoi sur nous, mais au moins, intrinsèquement, nous aurons développé des capacités telles que nous aurons la capacité particulière de dissuasion. L'autre leçon que l'Afrique devrait en tirer, c'est que nous devrions très rapidement nous organiser selon notre contexte propre.
qui est très spécifique. Nos réalités. Nous devons très rapidement nous organiser sous forme unitaire en faisant au moins des États fédéraux. Je suis d'accord avec Pakistan Dom. Les confédérations, ce sont des solutions de paresse. Et ce sont des solutions d'engagement limité. Les solutions d'engagement total et de conviction établies et construites, c'est la fédération. Et cette fédération, au moins au niveau sous-régional, devrait nous donner des capacités, devrait nous donner des tailles critiques et la possibilité de résister à la bourrasque qui s'annonce. Mais si nous sommes vraiment déterminés et que nous voulons aller jusqu'au bout de la logique, de la reconstruction et de la restauration de l'Afrique, et de notre volonté de redonner les moyens de production du continent à nos peuples sur une base collective, nous devons faire l'État fédéral du continent. Si nous avons cet État fédéral du continent, alors nous remettrons tout le monde au même niveau. L'Occident pense, particulièrement l'Europe, croit que le développement de l'Afrique desservira ses intérêts, mais ils connaissent très mal les Africains. L'Afrique n'a aucun intérêt à ce que l'Europe plonge dans la misère. Nous l'avons déjà montré dans le passé. Lorsqu'on avait le royaume de Toutmès III, nous n'avons pas plongé l'Europe dans l'obscurité. Nous l'avons aidé à sortir de la barbarie. Lorsque nous avions le royaume de Ramsès, on n'a pas laissé l'Europe sombrer dans la barbarie. Lorsque l'Afrique, chaque fois que l'Afrique a été puissante, que ce soit du temps des morts, quand ils dirigeaient l'Espagne, ils n'ont jamais plongé le reste de l'Europe dans la misère et dans la barbarie. Jamais ça ne s'est fait. Le royaume du Ghana, du Mali, qui à un moment donné était l'un des plus puissants dans le monde, n'a jamais plongé l'Europe dans la misère. C'est dire que les Européens, soit ils connaissent mal les Africains, soit ils pensent, et c'est souvent une théorie que j'ai souvent développée, je sortirai par là rapidement, c'est de dire qu'ils croient que comme ils sont une civilisation de la brutalité, de la barbarie et de la violence inutile, ils pensent que comme ils nous ont colonisés depuis un siècle et nous ont éduqués selon leurs canons, alors nous sommes devenus comme eux. Nous ne sommes pas eux. Nous ne deviendrons jamais eux. Nous n'agirons jamais comme eux. Quand viendra le moment où les panafricanistes prendront le contrôle politique de ce continent à travers le programme 10 000 élus panafricanistes, ils veilleront à ce que l'Europe ait toujours une vie de qualité. Mais ils s'assureront que l'Europe ne domine plus jamais l'humanité. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Yantimba. On va donc sortir avec vos patients parfaits sur cette question. D'abord, il a cité Hegel. Je reviens à Hegel. Les êtres humains ont ceci de particulier qu'ils ne savent pas retenir les leçons de l'histoire. Sans l'apport de la Chine et de la Russie, donc l'Union soviétique, vous n'aurez jamais de Corée du Nord. Les gens doivent savoir que les troupes américaines ont combattu les troupes nord-coréennes en repoussant les bataillons nord-coréens jusqu'au niveau de la frontière de la Chine. Il a fallu justement la solidarité agissante de ces deux pays que sont la Chine et l'Union soviétique, l'un fournissant les armes, l'autre des combattants. Mao Tse-tung a mis 20 000 ans dans la bataille pour ramener les troupes du général qui avait pacifié le Japon, dont le nom m'échappe, jusqu'au niveau de la limite MacArthur, du feu Yan. Jusqu'au 53e parallèle. Donc là, les Chinois sont morts. Les Russes sont morts pour libérer la Corée. Aujourd'hui, qu'il y a ce front anti-Russie, la Corée n'oublie pas du tout. La Corée n'oublie pas. Je rappelle aussi que parce que j'ai eu ce débat avec des jeunes étudiants, on me dit mais la Russie est longue là-bas, il n'y a pas de frontière commune avec la Corée. Non, c'est faux. Ils ont 17 km de frontière. Deuxièmement, ce qui fait le charme de la Corée du Nord, Yam Chimbala dit, ils n'ont pas fait de guerre coloniale, ils ne sont allés assujettir qui que ce soit, c'est la qualité de la discipline. C'est l'orientation stratégique que le pays s'est donnée pour pouvoir être cette puissance nucléaire qu'elle est aujourd'hui.
domestiquer la science, la technique, la technologie. C'est la capacité de la finance nord-coréenne de ne pas être assujettie par toutes les finances que vous voyez là avec les Rockefeller, les Rothschild, etc., etc. Leurs banques ne sont pas dans votre système. C'est ça qui leur a donné cette force-là. Et une force qui a pu barrer la voie à toute la guerre psychologique qu'on leur a menée. Vous savez, à un moment donné, on disait, oh, c'est fini. La famine va les tuer, ouais. Il y a des tas de problèmes, les gens meurent à la pelle, ça va, etc., etc. Le pays, au vu de son histoire, ouais. s'est approprié de cette réalité historique. Au vu de la détermination, de la discipline du peuple, ils ont pu surmonter toutes ces difficultés et être la grande Corée qui est là aujourd'hui. Donc la Corée est consciente que la destruction de la Russie va acter sa propre destruction. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a des troupes américaines qui sont positionnées de côté de la Corée du Sud. En attendant que le bon moment pour tenter de rééditer ce qu'ils ont fait pendant ces années 50. Donc les Nord-Coréens ne sont pas du tout dupes. Ils savent pertinemment ce qu'ils font. Alors, je suis souvent amusé d'entendre les Occidentaux crier « Oh, Kim Jong-un a fourni des obus à la Russie. » Mais ça fait un peu rire. Mais vous faites quoi? Vous ne vous cachez même plus. Et l'argent, et les armements, et le renseignement, et tout, et tout. Vous avez même mis Elon Musk dans le jeu à un moment donné avec sa société, comment vous appelez encore? Starlink. Vous avez tout fait. Maintenant, vous saisissez même les avoirs des Russes chez vous. Vous dites que non, ce sont les intérêts des avoirs, mais on voit quand même que pour continuer à financer cette guerre. Vous avez tout prévu. Bonjour, monsieur le maire. Comment dit ça, Bruno le maire? Dans bientôt, l'économie russe sera à genoux. Elle est passée de la 11e position à la 4e position. Donc, il ne faut pas qu'on écoute, n'est-ce pas, ces fadaises des médias mainstream, parce qu'elles ne sont faites que de mensonges. C'est l'empire du mensonge, c'est vrai. Mais nous devons aussi comprendre que pour gagner, il faut être solidaire. Ouais. C'est la solidarité. La Corée du Nord, aujourd'hui, est ce qu'on appelle la profondeur stratégique et de la Chine et de la Russie. Parce qu'on voit quand même, à travers le problème de Taïwan, à travers de plus en plus les envies guerrières du Japon. Vous savez que le Japon, qui était un pays où on disait que bon, c'est fini, on avait besoin d'avoir une armée. Ils ont commencé à s'armer de nouveau, à avoir une armée capable, n'est-ce pas, de faire la guerre. Parce que c'est ça, dans le projet occidental capitaliste, il faut des gens qui font la guerre à ne plan fini. On est en train de retoquer tout cela. Les problèmes avec les Philippines, n'oublions pas que les Philippines, les États-Unis tentent aussi de les transformer en pont avancé de leur présence pour continuer à embêter la Chine. Donc, voilà le big picture dans cet espace-là. La Corée et la Russie rappellent donc au monde libre qu'il faut, justement, des engagements des peuples qui n'ont jamais assujetti un autre peuple pour montrer la voie au nouveau monde multipolaire. Et en ne laissant personne au bord de la route, comme le projetaient justement les Occidentaux vis-à-vis de la Corée. C'était un pays, comme ils appelaient, Rogue State, qu'il fallait absolument bannir. Mais, moi j'ai vu les villes coréennes, M. Amtimba, mais je n'en reviens pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'on nous vend? Des gens qui se portent bien, qui sont charmants. Vous voyez les villes, vous voyez le niveau de technique et de technologie, la sophistication. Même au niveau des infrastructures. Vous vous dites, mais qu'est-ce que l'Occident nous vend souvent comme mensonge? Donc c'est aux Africains de comprendre. Cette union, cet accord, tient à dire fermement à tous les votes en guerre de faucons au niveau de l'Occident qui tentent de dire qu'ils vont lancer une guerre nucléaire contre la Russie. C'est pour leur dire qu'en face, ils auront des répondants. Ils auront des répondants, surtout que vous sachez aujourd'hui que dans la nouvelle technique, il ne faut pas seulement attaquer. Il faut être capable d'avoir la vitesse. Et la Corée du Nord, à travers les différents exercices et expérimentations qu'ils font avec leurs bombes nucléaires, où je vois leur chef d'État souvent rigoler que celle-ci, elle est destinée à la Californie, elle va créer des dégâts.
Alors, nous qui sommes sous domination du monde capitaliste, tirons aussi la leçon de la Corée. Vous savez, il y a un fléau, je sors par là. J'ai étudié, j'ai observé, je me suis dit, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises, qui paraissent anodines, mais qui rentrent dans l'affaiblissement structurel de la capacité de nos États à pouvoir créer des pôles d'excellence, des pôles de conquête du savoir de manière pérenne. Quand vous avez un pays comme les États-Unis, qui avait l'État de Californie, qui était l'un des États les plus performants, on nous disait que si on séparait la Californie, même les États-Unis, ce serait la 7e puissance du monde. Mais quand... C'est encore le cas. Alors, quand vous avez un pays comme celui-là, avec un État comme l'État de la Californie, où on libéralise la consommation de la drogue, ça vous fournit quoi? Ça vous fournit les scandales que vous voyez dans les Boeing. C'est ça le problème, Manuela. Alors qu'en Corée du Nord, c'est une discipline, c'est un savoir-faire, au niveau de la construction de ce qu'ils produisent. C'est tellement bien précisé, bien achalandé, bien agencé, de telle manière qu'il n'y a pas d'erreur. C'est ça le travail de la discipline. L'Afrique doit aller vers cette discipline. Tirer des leçons. Et donc je sors en disant, il nous faut conquérir la technique et la technologie. Arrêtons d'avoir les bacs en latin. Le moment est passé. Nous avons, même mon père, il parlait latin. Ça lui a donné quoi? Qu'est-ce que cela a fait? Mon père parlait latin. Qu'est-ce que cela lui a donné quoi? Rien du tout. On doit orienter nos enfants dans cette discipline-là. On doit demander à nos États de faciliter l'acquisition de ces connaissances. Quand je vois encore une université qui est payante dans des États qui veulent accéder à la science, je vous rappelle qu'en Corée, l'école est gratuite, hein, et obligatoire. Moi, mon fils, je l'ai orienté pour faire génie mine. Mais allez voir ce que je paye pour sa propre formation d'ingénieur. Donc, c'est vous dire que vous ne pouvez pas aspirer à être à ce niveau-là et continuer d'avoir des comportements de gens qui veulent demeurer des esclaves. Nos États, je m'adresse à l'AES qui est en avance, vous devez faire de l'école quelque chose de gratuit, au moins sur le niveau secondaire. Vous devez orienter nos enfants vers l'acquisition des connaissances techniques et technologiques. Vous devez donner la possibilité d'avoir que ceux qui vont plus loin, les ingénieurs, qui soient de qualité et qu'on ait des joint ventures qui permettent à ces ingénieurs d'avoir des bourses, n'est-ce pas, pour qu'ils soient compétitifs sur le plan international. Maintenant, envers notre diaspora, il faut une véritable politique attractive de temps en temps pour attirer notre diaspora. On peut même les offrir, par exemple, des voyages gratuits et les amener dans une université où on fait de ces sciences fondamentales, de cette technique-là. Hein? On dit, venez, on vous paie les billets d'avion, vous allez venir passer de beau temps avec vos frères ici au pays, mais vous profitez quand même de vos moments de vacances pour faire des cours de remise à niveau voilà. à vos étudiants. La réalisation je vous rappelle que c'est ce que d'autres pays font dans le monde, dans la Grèce par exemple. Donc, je te la concède. Parce que là, il soulève un problème extrêmement grave. Vous avez des pays qui n'ont aucun programme de knowledge management. Non, notre diaspora, ce n'est pas de temps en temps. Notre diaspora est un atout et un actif comme toutes les autres ressources humaines que nous avons dans nos pays. Il faut un programme de knowledge management qui s'assure que ces gens-là, ils puissent être à disposition. Le problème, c'est qu'on croit que diaspora veut dire qu'ils viennent chercher un emploi. La diaspora chinoise n'a pas fait comme ça. Ce qu'elle a fait, on l'a aidé à créer des emplois là-bas. Et à venir ouvrir des usines en Chine pour exporter les produits vers l'Europe. Merci beaucoup, cher monsieur. C'est la fin de cette édition de l'International. Merci à nos analystes sur le plateau. Bien sûr, Linda Labaroui était avec nous. Merci, Dr Yamtimba. Merci. Et Passion Parfendon, merci beaucoup, sans vous oublier, chers téléspectateurs. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur For You Media Africa dans le cadre de votre programme, l'International. Très bon week-end. Restez en compagnie de nos programmes.